LVMH, Kering, Hermès sont en train de s'effondrer en bourse. LVMH, on a quelques pourcents de retoucher un plus bas d'avant 2022. Donc on a 2 années qui sont dans le vent. Donc on va les déterminer ensemble. Est-ce que ça représente une opportunité? Si oui, à quel prix? Alors avant de commencer la vidéo, il faut savoir que moi je suis actionnaire d'LVMH et pas des autres. J'ai 10 000 € sur LVMH, j'ai pas d'action Kering et j'ai pas d'action Hermès. Et je dirais même que sur LVMH, je suis en perte. J'ai acheté LVMH légèrement plus cher que le prix actuel. Mais bon, voilà, moi je vais bientôt renforcer. On va voir ça ensemble. Alors pour Kering, hein, c'est carrément la fin du monde. Hermès, ça commence à baisser, voilà, légèrement. Alors il faut savoir que j'ai fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, j'ai fait plein de vidéos sur les conférences calls, les analyses de rapports annuels de Kering et d'Hermès et également d'LVMH, d'accord. Donc là, je ne vais pas en refaire une énième vidéo en ce sens. Ce que je vais plutôt faire, c'est, on va aller voir une nouvelle vue de ces 3 entreprises avec des critères bien spécifiques. Par exemple, la marge, je sais pas, le niveau, est-ce que ces entreprises sont ce qu'on appelle asset light, c'est-à-dire un niveau de CAPEX divisé par le pré-tax income qui est faible. On va aller voir au niveau du RE, du ROIC. En fait, on va mettre plein de critères. On va aller voir également au niveau du management. Mais bref, je vous parle souvent de qu'est-ce qu'est une entreprise exceptionnelle. Et bien, on va essayer de mettre des chiffres là-dessus. Ok, je me suis mis sur mon PDF et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tous les termes. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais reprendre pas mal de bases au niveau des termes. Voilà, ce que c'est le CAPEX, les marges, etc. Parce qu'on va aller faire une petite vue d'ensemble également du compte de résultat, du bilan et de cash flow statement de ces 3 entreprises. Mais le but, vous l'avez compris, ça va vraiment être de classer ces 3 entreprises et de mettre en compte également le facteur valorisation avec du Kering qui est complètement bradé par rapport aux autres. Alors, je vais commencer directement. On va commencer par le niveau de marge. En fait, comme vous montre cette étude, eh bien, les marges élevées, d'accord, ont augmenté la performance. Le premier critère, le plus simple, c'est pas forcément le premier en termes d'importance, c'est vraiment des marges élevées. Donc, on va aller voir l'operating margin, pas la marge nette. Alors, pour trouver l'operating margin, vous faites l'operating income divisé par le chiffre d'affaires. Je vais y revenir, mais là, c'est vrai que comme c'est un critère qui n'est pas non plus super important, je passe rapidement. C'est juste pour avoir la première vue d'ensemble. On a du Kering, donc on a une marge opérationnelle de 24%. On voit que c'est voilà, c'est quand même, c'est pas si, enfin voilà, c'est des zigzags. Hermès, bon, on est au-dessus du lot, on a du 42%, c'est tout simplement énorme, ok. Et évidemment, on cherche la marge la plus élevée possible. Et LVMH, on est sur du 26%. Donc là, on voit que premièrement, le perdant, c'est Kering, effectivement, avec la marge opérationnelle la plus basse des trois. Alors la marge opérationnelle, vous voyez ici. Vous faites donc le chiffre d'affaires, vous y enlevez ce qu'on appelle le cost of goods sold, donc c'est le coût des biens ou des marchandises vendues, donc c'est avec tous les coûts en lien direct avec le chiffre d'affaires. Ensuite, ça vous donne le gros profit, et à ce gros profit, vous lui enlevez ce qu'on appelle les operating expenses. Alors là-dedans, vous allez avoir ce qu'on appelle le SGA, Selling General and Administrative Expense. Ça va être, par exemple, on va retrouver donc les salaires, on va retrouver les frais juridiques de votre entreprise, on va retrouver également la recherche et développement. Bon, il n'y a pas de recherche et développement chez LVMH. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que l'operating income, eh bien, c'est vraiment le chiffre d'affaires moins le COGS, donc les coûts directs au chiffre d'affaires, et moins toutes les charges vraiment opérationnelles du business. C'est pour ça que c'est vraiment un indicateur très important, puisqu'il ne prend pas en compte vraiment, on va dire, la dette, la charge de la dette, ni les taxes. Il prend vraiment en compte, ok, le business, comment il s'en sort au niveau de la gestion de ses coûts, voilà, au niveau, encore une fois, de sa marge opérationnelle. Donc, on voit que Hermès est exceptionnel, en 42%. Maintenant, on va aller voir du côté du CAPEX divisé par le pré-tax income. Alors, le CAPEX, c'est le réinvestissement. Votre entreprise, elle fait un bénéfice net, d'accord? Mais ce bénéfice net-là, il ne prend pas en compte le réinvestissement. Parce que si votre entreprise ne réinvestit pas dans des nouvelles usines, des nouvelles manufactures, pour Hermès, et des nouveaux ateliers, par exemple, pour produire plus de sacs, dans toutes ces choses-là, et il n'y aura pas de croissance future. La croissance va s'estomper, la croissance va ralentir. Donc, il faut absolument que votre entreprise, elle réinvestisse pour la croissance future. Et donc, ce réinvestissement, il s'appelle CAPEX, Capital Expenditure, et il est dans le tableau des flux de trésorerie. Alors, je viens de le calculer pour les trois. Par exemple, vous allez voir LVMH, ok, combien il a réinvesti pour la croissance future? Combien il a eu besoin de réinvestir? On voit 7,81 milliards, ok? Et on voit que le pré-tax income est de 21. Donc, faites 7,81 divisé par 21, eh bien, ça vous donne ici 36%. Il y a 36%. Maintenant, si je vais voir Kering.
Kering, regardez un petit peu, on a un réinvestissement, tenez-vous bien, de 2,61 milliards. Mais donc c'est inférieur à LVMH. Mais regardez, Kering gagne beaucoup moins d'argent. Kering a un pré-tax income de seulement 4,23 milliards. Donc ça vous donne eh bien, un capex divisé par le pré-tax income de 61%. C'est énorme. Et enfin, Hermès est également number one sur ce deuxième critère. On a effectivement un capex de seulement 859 millions pour un pré-tax income. Regardez, un pré-tax income de 5,80 milliards. C'est-à-dire que, accrochez-vous bien, Hermès gagne légèrement plus d'argent que Kering en pré-tax income. On voit que c'est 5,84 milliards versus 4,23 milliards. Sauf qu'il y en a un qui réinvestit, on l'a vu, eh bien 2 milliards 6, sauf que l'autre réinvestit seulement 800 millions. C'est là la force d'Hermès. C'est pour ça qu'Hermès est exceptionnel. Donc on voit qu'au niveau des marges, niveau de l'operating margin, Hermès est l'entreprise qui arrive à rationaliser le mieux ses coûts. Niveau du capex, c'est l'entreprise également qui réussit à avoir, voilà, qui est vraiment ce qu'on appelle asset light, c'est-à-dire eh bien, qui a besoin de pas tellement de réinvestissement pour avoir de la croissance future. Alors justement, maintenant on va comparer le ratio capex divisé par pré-tax income à bien évidemment le retour sur le capital investi ou le ROE, le retour sur equity. Vous allez voir que c'est super important de coupler les deux et là vous allez déjà avoir, vous avez déjà une idée suffisante pour prendre une décision d'investissement avec ne serait-ce que ces deux critères. Donc je vais commencer par ça. Dans sa lettre aux actionnaires de 1977, Warren Buffett mentionne l'étude Fortune qui a révélé que seulement 25 des 1000 entreprises les plus grandes, donc le Russell, aux États-Unis, ont atteint un ROE de plus de 20%. Donc c'est rien du tout, seulement 2,5%, d'accord, je vous dis des conneries. Non, si, c'est ça, seulement 2,5% des entreprises voilà, ont atteint un ROE de plus de 20% au cours des années 1977 à 1987. Donc au cours de cette décennie, 24 des 25 ont surperformé le S&P 500. Donc si la valeur augmente, tôt ou tard, la valeur de l'action, la valeur de l'entreprise suit, d'accord. Il faut vraiment l'avoir en tête. Alors regardez ici le rendement moyen du retour sur le capital investi versus le capex divisé par le operating cash flow. Alors moi j'ai pris le pré-tax income parce que c'est une mesure plus fiable là, parce qu'en fait si vous prenez l'operating cash flow, vous avez la dépréciation qui rentre en compte. Vous avez également le besoin de fonds de roulement. En fait d'une année sur l'autre ça peut varier, donc effectivement sur du long terme il est préférable de prendre l'operating cash flow, mais là comme ça sur du court terme je préfère prendre directement le capex divisé par le pré-tax income et ça change pas énormément, d'accord. Mais ce que je veux vous dire c'est que sur eh bien, les 3577 entreprises, nous voyons clairement qu'une entreprise avec un faible capex divisé par donc l'operating cash flow voit son ROIC exploser. Regardez un petit peu. D'ailleurs, je précise, hein, c'est 3577 entreprises, c'est les entreprises qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Alors donc, on a vu que Hermès, on est sur du 14. Regardez, Hermès 14. Donc, en fait, Hermès, on se trouve ici. C'est-à-dire qu'on a en moyenne un ROIC entre 15 et 20. On va aller le vérifier dans un instant. Kering, 61%. Kering, 61%. On a un ROIC à 10. En fait, on voit bien que plus eh bien, la proportion plus la proportion en gros du pré-tax income ou du cash flow from operating activities eh bien plus il y a une proportion énorme qui part en réinvestissement, donc plus votre entreprise elle a besoin de réinvestir énormément, plus son ROIC s'effondre. Et on voit bien qu'en fait il faut vraiment aller chercher des entreprises qui sont maximum sur les 30%, à savoir eh bien là on voit bien LVMH 36%, Hermès 14%. Encore une fois, d'une année sur l'autre, ça peut varier, hein, mais LVMH, on est plutôt à 30%. Alors justement, maintenant, on va aller comparer ça. Regardez, Hermès, on a un ROE de 30% et un ROIC de 53%. C'est stratosphérique. Maintenant, sur LVMH, hein, c'est LVMH, on a un ROE de 22%. Ça se suit, hein, c'est-à-dire que Hermès, ça c'est le top 1. LVMH, c'est le top 2. Et maintenant, regardez, sans surprise, vous l'avez compris, Kering, on est sur un ROE de seulement 14%, d'accord. Donc le critère numéro 2, c'est est-ce que votre entreprise est asset light, et on voit qu'évidemment Kering, ce n'est pas le cas. Par contre Hermès et LVMH, c'est le cas. Pour cette étude-là, je pense ne rien vous apprendre en vous disant que sur du long terme, la croissance de votre action, donc du prix en bourse d'une entreprise, est égale, d'accord, c'est-à-dire est proportionnelle à l'augmentation de son bénéfice net. Sur du long terme, si le bénéfice net de votre entreprise augmente de 20% par an, le prix de votre action va augmenter de 20% par an. Cette étude-là, pareil, sur les 3500 entreprises aux États-Unis, le reprend. Et on voit bien que
Donc là, vous prenez donc le taux de croissance moyen de votre earning per share, du bénéfice par action, donc en pourcentage sur les 10 dernières années, d'accord, ici, sur cet axe-là. Et ensuite, sur cet axe-là, vous avez eh bien, l'augmentation, la croissance du prix par action de votre entreprise. On voit bien que la corrélation elle est parfaite. Voilà, si vous prenez en moyenne, si vous sélectionnez l'entreprise qui a en moyenne augmenté de 20% par an son bénéfice net. On voit qu'ici, bon, voilà, on va augmenter de 15%. Après, il y a également des écarts, hein. Si on va vers les 25%, ça va augmenter, voilà, pareil, à peu près de 23 à 24%. Donc, bref, on voit qu'il y a vraiment une corrélation. On va aller voir ça du côté de Kering. On est à 14%. On va aller voir maintenant du côté de Hermès. On est à 17%. Et maintenant, du côté d'LVMH, on est quasiment pareil à 17% également. Et regardez un peu si on le met en perspective au prix, ça c'est le prix par action sur les 10 dernières années, a augmenté de 18%. Bon, là ici, leur ligne per share de 17%, on voit qu'il y a une corrélation. Maintenant, Kering, on voit que ça a augmenté de 14% le bénéfice net, et on voit le prix par action augmenter de seulement 7%, mais c'est parce que là justement, il s'est effondré. On va aller voir dans la partie valorisation de la vidéo dans un instant. Et Hermès, on voit que ça a augmenté de 17%, et le prix par action a lui augmenté de 25%. Donc en fait, on a un petit peu les opposés, c'est-à-dire que LVMH, c'est techniquement, alors là il y a marqué Hermès, hein, mais c'est bien LVMH. Hein. On voit que, on voit qu'Hermès, vraiment le prix par action a augmenté beaucoup plus rapidement que ses bénéfices, donc c'est potentiellement l'entreprise la plus chère en ce moment en bourse. Si on parle en fonction vraiment en termes de combien vous payez les bénéfices d'Hermès, on voit qu'LVMH, eh bien c'est à peu près pareil, voilà, ça a augmenté, l'earning per share a augmenté de 17%, le prix par action a augmenté de 18%, de 19%, et on voit que Kering c'est l'inverse, l'earning per share a augmenté de 14%, mais attention, le prix par action a augmenté de seulement 7%. Alors justement, le problème de Kering, c'est que cet effondrement biaise un peu nos calculs, puisque effectivement le cours s'est tellement effondré, on parle d'une baisse de 70%, et bien qu'on a une croissance qui est vraiment ridicule, 7% par an, d'accord. Donc on va venir corriger ça, et en fait on va dire que on va faire une croix sur 50% de la baisse de Kering, d'accord, pour comme ça on va vraiment pouvoir le comparer sans événement vraiment majeur aux deux autres, LVMH et Hermès, d'accord. Donc on va dire que Kering se négocie actuellement sur les 500 €, d'accord. Donc on va remonter 10 ans en arrière, le cours de Kering 10 ans en arrière était de 100, là on voyait juillet 2023, je vais mettre en août 2013, hein, c'est pareil, on était sur les 160 €, d'accord. Et la formule mathématique, il n'y a pas de site qui le fait, donc il faut le faire nous-mêmes. La formule mathématique, c'est la valeur c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc valeur finale, c'est celle-ci, 500 € divisé par 160 pour trouver le taux de croissance annuel composé. Donc c'est entre parenthèses 560 divisé par 160, d'accord. Voilà, divisé par 160. 500, excusez-moi, je dis des bêtises, 500, hop. Et ensuite, après, on fait tout simplement, on fait exposant, voilà, c'est ça, exposant 1 divisé par le nombre d'années. Et là, ça va vous donner en pourcentage, ça fait 12% par an. Le taux de croissance de Kering, si on enlève l'effondrement qu'on a eu actuellement, eh bien, on est sur les 12% par an sur les 10 dernières années, d'accord. Et là, ça fait sens parce qu'effectivement, on a un earning per share qui a augmenté de 14%. Bon, on a une croissance, voilà, normalement, si on enlève, comme je viens de le dire à l'instant, hein, l'effondrement de 50%, on a du 12%. Et ça fait surtout sens avec le fameux ROIC, le fameux RE qui est sur Kering à peu près de 14%, d'accord. Donc, même si on ne prend pas en compte l'effondrement, de toute façon, comme on l'a vu, de par l'operating margin qui est inférieur, enfin l'operating margin de Kering qui est inférieur à LVMH et Hermès, d'autre part, le réinvestissement de Kering qui est énorme par rapport aux deux autres, et enfin, troisième critère, le RE et ROIC de Kering qui est le plus faible des trois, eh bien, on se retrouve de toute façon avec une croissance in fine du prix de l'action qui est inférieure aux trois, même si on ne prend pas en compte l'effondrement de Kering. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Kering, en ce moment, sur du long terme, ça ne vaut pas la peine. Autant aller directement sur LVMH. Maintenant, à court terme, Kering, c'est ce qu'on appelle un turnaround. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez de l'argent, que vous voulez avoir un retour sur cet argent-là sur les 20 prochaines années, allez sur du Hermès ou du LVMH, d'accord. Et alors, on va faire la valorisation du coup de LVMH versus Hermès en prenant en compte la valorisation des deux business actuellement. Mais Kering, pour du long terme, c'est pas intéressant. Par contre, comme je viens de le dire, turnaround à court terme, effectivement, Kering, c'est quand même un très bon business. Si on retire la partie Gucci, qui représente 50% du chiffre d'affaires, eh bien, on peut se dire que si jamais ils réussissent à faire le turnaround, donc en français, c'est le retournement de situation. Je vous réfère, ça c'est Peter Lynch qui a inventé, qui a créé ce terme.
on peut prendre du 130% sur Kering, d'accord? Là, à court terme, ok, ils réussissent à mettre Gucci dans le bon chemin, mais en fait, le truc, c'est très compliqué de faire ça. Alors, c'est pour ça que moi, de base, j'étais actionnaire de Kering. J'avais acheté Kering ici, je pense que vous le savez, ici, j'avais mis 5 000 € sur Kering et j'avais revendu Kering, je crois, par là, en flat pour mettre de l'argent justement sur LVMH. Puisqu'en fait, toute cette partie-là, Kering, ils disaient que Gucci, c'était parfait, etc. Ils allaient pouvoir tout optimiser et à partir d'ici, là, ils avaient dit clairement que, en fait, voilà, c'était pas hors de leur contrôle, que c'était beaucoup plus dur que prévu. Ok, maintenant on va faire quelque chose d'extrêmement simple. Vous savez, en investissement, plus c'est simple, plus ça fonctionne, d'accord? Donc, Kering, on va se projeter. Donc voilà, on l'a dit, turnaround, il y a quand même des possibilités. Le management de Kering, mine de rien, bon, c'est pas, voilà, c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas une boîte de merde. On parle quand même de Gucci, on parle quand même de Bottega Veneta, on parle quand même d'Yves Saint Laurent, etc., etc. La division lunettes qui certes représente rien dans le chiffre d'affaires, mais nous fait des performances de malade. Creed, la division donc parfum qui pareil a une forte augmentation. Donc on va se dire que ok, si jamais ils réussissent à remettre Gucci sur la bonne voie, eh bien on peut d'ici encore une fois 2030, donc d'ici voilà 6 ans, ça va leur mettre 6 ans à vraiment optimiser le truc. Donc on peut se dire que en 6 ans, Gucci, d'accord, peut revenir sur presque les plus hauts. Donc peut nous redonner un 150%, d'accord? Si le turnaround si le turnaround réussit, effectivement Gucci, je pense qu'on peut reprendre un 150%, d'accord? Et donc maintenant, on va comparer ça à des boîtes comme LVMH. LVMH, c'est pas un turnaround, c'est juste une correction en bourse. LVMH, 17% de taux de croissance de l'earning per share sur les 10 dernières années. Moi, je pense que jusqu'en 2030, LVMH, ça va être un petit peu inférieur. On va être sur du 14%, 15%. Je suis assez optimiste, mais on peut le faire, ok? Donc, c'est-à-dire que le prix par action va à peu près augmenter comme ça sur les 6 prochaines années. Encore une fois, je mets énormément de si parce que on ne sait pas ce qui peut arriver, récession, etc., etc. Mais je vais mettre mon hypothèse également sur Kering. Voilà, Kering, ça prend 150% s'ils réussissent également, d'accord? Donc, toute chose égale par ailleurs, comme on dit. Je vais mettre le taux de croissance, je vais mettre un taux de croissance, là, vous voyez, de donc 525. On va mettre 625, d'accord? On va mettre un taux de croissance de 14% par an. C'est-à-dire que je pense que le prix par action va augmenter de 14% par an parce que le bénéfice net de LVMH va augmenter lui aussi de 14% par an sur les 6 prochaines années. Hop, ça nous fait, alors attendez, ouais, c'est bon, ça fait 1371 € pour le prix d'LVMH. Le prix par action d'LVMH sera de 1371 € dans 6 ans en 2030. Et là, ça fait combien? On va voir par rapport à Kering combien ça nous donnerait. Alors, ça nous fait 2030 ici, vous voyez, 2030. On serait donc 1300, on a dit, allez, 1300, c'est où? 1350, ça fait une augmentation de 115%. Et c'est là où ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est là où ce qu'on appelle la gestion du risque, vraiment là, très 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 simple, c'est est-ce qu'il y a plus de chances que le bénéfice net d'LVMH continue sur sa lancée et soit inférieur à ces dernières années, mais soit quand même de 14%, ce qui nous donne donc une augmentation en 6 ans de 115%, ou alors est-ce qu'il y a plus de chances que Kering fasse le turnaround, réussisse à remettre Gucci dans la bonne voie et nous donne du 150%. Alors là, voilà, vous allez me dire, oui, mais en fait, si jamais ils réussissent à faire ça, Gucci va se négocier sur les 1000 € et donc il va y avoir une augmentation de 500%. Oui, mais encore une fois, rappelez-vous, Gucci, enfin Kering, sur tous les points qu'on a vus précédemment, est inférieur aux deux autres, d'accord? Donc ne pas surpayer un business qui est inférieur aux deux autres. On n'aura pas les mêmes niveaux de valorisation sur Gucci que sur LVMH ou sur Hermès, ok? Mais moi, ce que je veux dire, c'est que personnellement, c'est pour ça que j'ai fait le switch et c'est pour ça que j'ai acheté LVMH à la place de Kering. C'est parce que je pense qu'on peut aller chercher du 14% par an sur LVMH et je pense que la probabilité qu'on le fasse est quand même très très élevée. Et donc, je pense qu'en 6 ans, je peux me faire du 100% sur mon investissement. Je peux faire du 14% par an avec LVMH. Alors après, ça sera peut-être 9%, ça sera peut-être 10%. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis quasiment sûr de les faire. Alors que sur Kering, si le turnaround ne fonctionne pas, en fait, je prends un énorme risque d'immobiliser de l'argent pour que ça se trouve, le business, en fait, il stagne, voire encore il s'effondre. Bon, ça, c'est quand même peu probable vu le prix actuel. Mais la question en deux lignes, c'est vraiment, est-ce que les 50% de plus que vous allez que vous pouvez avoir sur Kering, on a vu que si Kering réussit le turnaround, on peut prendre du 150%, alors que sur LVMH, voilà, 14% par an de taux de croissance du bénéfice par action, ça va se répercuter par, comme on l'a vu également, 13-14% du taux de croissance du prix par action en bourse, et donc ça nous ferait 100-115% de plus-value, donc les 50%, la différence, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque d'aller sur Kering pour 50% de plus-value? Et si maintenant vous mettez ça sur du long terme, on voit bien que sur du long terme, ça n'a rien à voir. Sur du long terme, on a vu sur les 10 dernières années, même,
je vous l'ai montré, même si on prend pas en compte cet effondrement et si on prend en compte un prix de Kering sur les 500 euros, eh bien on a que, on l'avait vu, 12% du taux de croissance par an, alors que sur LVMH on est sur du 17%. Donc sur du long terme, la question de toute façon ne se pose pas. Mais là, ce que je vais essayer, là ce que j'essaie de vous montrer, c'est que même sur du court terme, les turnarounds par rapport à des boîtes comme LVMH, eh ben c'est pas, voilà, c'est pas si évident que ça en fait. C'est pas si évident que ça. Et en plus. Ah ouais, vous allez me dire peut-être que voilà, peut-être qu'en fait ça va se faire en un an le turnaround et qu'en un an Kering va prendre 150%. Là à la rigueur peut-être, mais c'est pour ça que je vous ai mis la phrase de Warren Buffett, la citation, excusez-moi. Donc Warren Buffett c'est Warren Buffett, il était dans une conférence, dans son meeting de Berkshire Hathaway. Notre expérience en matière d'investissement nous a mené à conclure que les turnarounds, donc c'est dont je vous parle, tournent rarement, donc réussissent rarement, excusez-moi, et que les mêmes énergies et talents sont beaucoup mieux employés dans une bonne entreprise achetée à un prix juste que dans une mauvaise entreprise achetée à un prix bradé. Donc personnellement sur ce coup-là, je vais la jouer à la Warren Buffett et je vais aller sur LVMH et je vais pas m'embêter à aller sur Kering pour jouer justement le turnaround et pour acheter Kering là complètement décoté. Sachant que plus le temps passe, les amis, plus LVMH commence à être lui aussi décoté. Hein, on n'a pas du LVMH sur les 1000 euros et du Kering sur les 250 euros. D'accord. Donc, première, là, on va déjà mettre de côté Kering, d'accord. Et maintenant, on va se focaliser sur LVMH ou Hermès, c'est ça la question, puisque Hermès est meilleur, mais est-ce que vraiment, vous voyez par exemple ici. Est-ce que le fait d'avoir sur Hermès un capex divisé par le pré-tax income de 14% versus 36% sur LVMH et comme on l'a vu un RE de 31% sur Hermès versus 23% sur LVMH, est-ce que la différence, donc dans l'absolu 7% de RE, d'accord, la différence est de 7% entre LVMH et Hermès, est-ce que ça justifie une valorisation qui est, eh bien sur l'un vous payez 24 fois les free cash flow d'LVMH en ce moment contre 54 sur Hermès. Et bien voilà, selon moi, non. Selon moi, il est préférable d'aller sur Hermès que d'aller sur LVMH, excusez-moi, que d'aller sur Hermès, d'accord. Là d'ailleurs, Hermès était à moins 7%. Aujourd'hui, ça s'effondre. Mais encore une fois, franchement, le business c'est exceptionnel. Et en fait, plus ça va baisser, là, ce que je veux dire, c'est que la baisse actuelle, mais est totalement normale. On est sur des niveaux de malade hein, sur Hermès. C'est vrai que c'est un petit peu comme Chipotle. Vous voyez, Chipotle, c'est une boîte qui est tout simplement exceptionnelle. Mais les niveaux de valorisation, je vais pas acheter une boîte. Moi, j'achète pas une boîte à. Là, on a combien sur Chipotle? On a 50, 60. On a 56 fois les free cash flow sur Chipotle. Donc, j'achète pas tout simplement. Par contre, c'est super intéressant et la moindre opportunité, je vais sauter dessus et je vais aller acheter une première ligne de Hermès. Alors justement à combien? Eh bien voilà, business comme ça exceptionnel, 30 fois. Allez, 30 fois franchement, vous êtes bien, vous l'achetez à 30 fois les free cash flow. Donc vous voyez le free cash flow est de 3,7. Donc vous faites 3,7 fois 30, d'accord? Eh bien ça vous donne 111 milliards. Donc vous achetez Hermès à 111 milliards. Alors là, vous allez me dire ouais mais ça va jamais, c'est pas possible. Hermès va jamais baisser sur les 111 milliards. C'est-à-dire en fait il faudrait que Hermès, vous voyez. 111, il faudrait qu'Hermès baisse de 43%. Oui, mais bon, voilà, en tout cas, moi, la différence entre, je veux dire, LVMH. 20 fois les free cash flow, je trouve que c'est très bien sur LVMH. Hermès, c'est mieux, ok, mais pas plus de 30 fois les free cash flow, d'accord? Donc ça veut dire, et en fait, vous voyez, historiquement d'ailleurs, Hermès, on l'a déjà eu pas mal de fois, pas mal de fois, mais on l'a déjà eu. Vous voyez, ici, en 2017, on s'est payé à 30 fois les free cash flow. En 2014, allez, ouais, 32 fois. En 2006, 32 fois. Ici, 32 fois. Là, en 2022, on était à 33. Donc 30, c'est pas déconnant. Après, voilà, si justement. Eh bien, si voilà, vous pouvez accepter de payer 35 fois. 35 fois, ça fait combien? Ça fait 35 fois 3,75. Ça fait 131 milliards. C'est-à-dire que vous pouvez accepter de payer effectivement le business Hermès à 130 milliards. Et là, c'est pas déconnant vraiment si vous faites ça. Mais ça commence à être déconnant, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ça ferait une baisse encore de 30%. Voilà, je vais mettre comme ça va être plus sympa. Donc, effectivement, Hermès sur les 1300 euros. Bon, voilà, vous savez que c'est un business exceptionnel. Vous le surpayez peut-être légèrement un tout petit peu, mais vous achetez pas un truc surévalué. Là, au prix actuel, je trouve que si vous achetez du Hermès là sur les 2000 euros, vous avez peu de chance, vous avez vraiment très peu de chance d'avoir une bonne performance sur les 10 prochaines années. Ok, ça va vraiment être
ça va être difficile. Donc LVMH, moi c'est très simple, pareil, j'avais déjà fait des vidéos de valorisation dessus. Moi 550 euros, en fait j'avais fait des valorisations en fonction du dividende. C'est-à-dire qu'LVMH a quand même un beau dividende, compte tenu de la croissance possible du dividende d'LVMH. Et bien si vous l'achetez à 550 euros, ok, et que vous réinvestissez les dividendes, vous avez 10% de dividendes par an dans 10 ans. Et en plus, vous êtes sur l'entreprise LVMH qui est quand même très très bonne, super diversifiée par rapport encore une fois à une entreprise comme Hermès. Et donc 550 euros, ça fait une baisse. Alors encore une fois, moi dans les commentaires, on m'avait dit, parce qu'elle a fait je crois 4000 vues la vidéo, il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit ouais ça va jamais baisser sur les 550 euros, etc. Et là il y a même une personne qui m'a dit ça va jamais baisser sur les 600 euros. En fait franchement ne voyez pas du tout l'investissement comme ça. Moi je peux vous dire un truc, LVMH ça peut baisser sur les 200 euros, d'accord. S'il y a une récession, on va aller sur les 200 euros, c'est possible. Voilà, j'ai pas tellement comme ça d'exemples qui me viennent en tête directement. Peut-être Stellantis, Stellantis encore une fois, là les gens commencent à comprendre ce que c'est que le marché de l'automobile qui est un marché cyclique. D'ailleurs je vais sortir une vidéo dessus, là je suis en train d'analyser, de lire les conférences calls, etc. Ça va être une grosse vidéo que je vais sortir. Et donc, bon, je me remets sur LVMH, mais c'est vrai que ne négligez jamais, les marchés peuvent baisser très bas, et à partir du moment où ils sont très bas, peuvent encore baisser très très bas et ne jamais s'arrêter. Donc je résume, Hermès 1300 euros, ça commence à être intéressant. Kering, Tanawand, il y a un potentiel de 150% comme on l'a vu, plus ou moins, mais je passe mon tour. Et enfin, LVMH, je suis actionnaire et je vais renforcer sur les 550 euros. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous avoir montré qu'effectivement Hermès, c'est la meilleure entreprise des trois. LVMH, la deuxième, mais la deuxième de peu, c'est pas non plus de peu. Et si vous rajoutez le facteur qui est que LVMH est plus diversifié qu'Hermès, finalement c'est pas pareil, mais LVMH est quand même exceptionnel. Et LVMH, comme on l'a vu, est plus de 2 fois moins cher que Hermès. Hermès, on est à 55 fois les free cash flow, alors que LVMH, on est à 22, 23, d'accord. Donc ce qui veut dire que je pense qu'LVMH, là c'est la meilleure opportunité à saisir dans le luxe, là en ce moment. Alors après on pourrait rajouter Richemont, CFR, voilà Richemont également, c'est suisse. Bon, ça mériterait une analyse entière sur Richemont qui se négocie à combien de fois les free cash flow, qui se négocie à 20 fois les free cash flow. Donc pareil, Richemont, ça m'a l'air d'être, j'ai pas trop poussé le dossier, mais ça m'a l'air d'être pareil une excellente opportunité, d'accord. D'ailleurs, j'étais en train de voir sur LVMH, au plus bas de la crise de 2008, on se négociait à 9 fois les bénéfices, et donc ça ferait une valorisation actuelle. Là, on est à 15 milliards de bénéfices. Si je fais 15 fois 9, ça fait 135, donc ça ferait une capitalisation boursière de 35 milliards, donc ça ferait techniquement du LVMH 135 milliards, ça ferait du LVMH avec une baisse de 55% par rapport au prix actuel, c'est pour ça que c'est énorme, parfois ça baisse très très bas parfois, 55%, ça ferait du LVMH, bon voilà, j'avais dit 200 dollars, 200 euros comme ça vu de nez, bon ça fait 271, bon alors effectivement c'était la fin du monde en 2008, plus personne voulait entendre parler de la bourse, mais voilà, gardez toujours à l'idée que ça peut aller quand même très très vite. Là pareil, je vois qu'il y a pas mal de personnes en ce moment, notamment avec l'euphorie des marchés, tout explose à la hausse, se disent ouais ça va jamais rebaisser, etc. On ne sait pas ce qui peut arriver, et il suffit d'une récession tout simplement d'une récession. Là, les marchés, vu les valorisations qu'ils ont en ce moment, je parle du marché dans son ensemble, vous inquiétez pas qu'on peut perdre 20%, mais très très rapidement en l'espace de 2-3 semaines, ça peut aller vraiment très très rapidement là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Mais ne tombez surtout pas dans le piège de vous dire oui ça peut baisser de 50%, donc j'attends une baisse de 50% pour acheter. Non, avant la baisse, analysez déjà vos entreprises, mettez-vous déjà des points d'entrée. Par exemple, moi je sais que mon point d'entrée c'est sur les 550 euros sur LVMH, et peu importe ce qui se passe, même s'il y a une très mauvaise nouvelle, si on touche les 550 euros, je vais commencer à acheter LVMH, je vais pas commencer à me dire ouais non ça va baisser sur les 450, donc je vais attendre les 450, d'accord. Bon alors à part si c'est vraiment un événement externe qui change toute la donne, mais globalement c'est ce que je vais faire. Alors pareil, pour clôturer la vidéo, il faut savoir que Bernard Arnault via sa holding achète massivement des actions LVMH. On est quand même sur un 250 millions achetés sur les 90 derniers jours. Là, vous voyez, il a mitraillé. Je vais peut-être mettre en 6 mois, on va avoir plus de visibilité. Là, sur le point bas, là, il y allait. Là, il a mis des sacrées cartouches. Là, ici, il a mis du 16 millions. Là, il a mis du 8 millions. Il a mis du 19 millions. Il a mis du 11 millions. Il a mis du 10 millions. Donc là, il y allait. Il y allait également ici. Donc, il achète régulièrement, en fait. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et n'oubliez pas qu'à long terme, en bourse, il n'y a pas de hasard. Là, je vous ai sorti 3 ou 4 critères, mais super simples, qui feront toute la différence entre une personne
qui va faire des performances médiocres et une personne qui va faire des excellentes performances en sélectionnant des business qui sont exceptionnels, qui va prendre beaucoup moins de risques et qui va pouvoir dormir la nuit de manière beaucoup plus sereinement. Hein, quand vous avez des actions LVMH en portefeuille et que le Carter il tombe, que la publication trimestrielle tombe, vous êtes bien en fait, parce que vous savez que c'est bien géré et qu'il va pas y avoir énormément de problèmes. Ok, donc voilà, n'oubliez pas également, vous avez en description en gros un module d'une heure. Je vous offre un cours sur les options, toutes les stratégies basiques, les calls, les puts, les covered calls, les cash et puts, etc. Totalement gratuit. Vous avez simplement à cliquer dans la description. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci et bonne journée.